Ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau numéro de prolongation, découvrir les sportifs, les dirigeants autrement que par le sport. Vous le savez, c'est ce qu'on vous propose régulièrement dans cette émission. Ce soir, c'est au tour de Jacques Nicolet, patron de l'écurie Hawk Racing, président du conseil de surveillance d'Atarea, coach team de Sicolet. Jacques Nicolet, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes prêt à tout nous dire durant cette heure? Presque. Presque prêt. Allez, non, oui. Presque prêt à tout vous dire. Eh ben, j'espère bien. En tout cas, vous pouvez réagir, poser vos questions à Jacques Nicolet en direct via Twitter, #LMTV Sport. N'oubliez pas le S à la fin de sport. On va revenir tout d'abord, Jacques, sur votre parcours. Vous êtes né le 5 avril 1956 à Monaco. Vos parents sont hôteliers. Vous êtes l'aîné de 2 frères. Alors déjà, quel type de relation vous entretenez avec ces 2 petits frères? Vous êtes plutôt autoritaire ou complice dans la bêtise? Mes parents nous ont laissé en héritage une très très belle fraternité. Et donc voilà, je m'entends très très bien avec mes 2 petits frères. Et voilà, il y a beaucoup d'affection et d'amour entre nous. Alors, vous faites vos études au lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras. Vous êtes quel type d'élève? Je fais ce qu'il faut pour y arriver, mais rien de plus et rien de moins. Ouais. Plutôt devant dans la plutôt classe. Plutôt devant. Donc plutôt studieux. Et d'ailleurs, en 1974, vous décrochez ce qu'on appelait encore à l'époque le bac C, bac S aujourd'hui. Oui, bac C à l'époque. Ouais. Ouais. C'était une belle réussite. Et puis surtout, l'ouverture après sur des classes préparatoires. Donc voilà, c'était sympa. École de commerce, c'était votre voie tout de suite? Oui, j'étais plus, j'avais pas envie à l'époque d'un métier technique ou la médecine. Ma mère rêvait que je devienne médecin, mais ça m'excitait pas du tout, quoi. Et vous, c'était quoi vraiment votre métier au tout début? J'ai toujours eu, alors je sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai toujours eu envie de travailler dans l'immobilier. Et donc, dès mon entrée à l'école de commerce, j'avais envie de travailler dans l'immobilier. Alors, en 1981, vous vous mariez avec Sylvie, que vous avez rencontrée en fait durant vos années lycée. Oui, au lycée Jean-Henri Fabre. On était dans la même classe en seconde langue d'allemand. On avait une classe commune qui était l'allemand. 2 enfants, Elsa qui naît en 87 et Pierre en 89. Exact. Et puis en 98, vous effectuez votre toute première course, c'est avec vos 2 frères, les 2 tours d'horloge sur le circuit Paul Ricard, et c'était une Alfa Romeo. Racontez-nous un petit peu ça. C'était c'est un très très bon souvenir, même si ça avait été très compliqué, mais pour une première course. Ouais. Mais je crois que c'est pour ça aussi, elle a été, je crois que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin ça a vraiment été très compliqué. Et c'est ce qui a fait que ça a accroché tout de suite, parce que la difficulté, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à gérer, si je puis dire. Et donc voilà, un grand plaisir pendant ces 24 heures, ces 2 tours d'horloge. C'est d'ailleurs la dernière édition, c'est ça, de tours d'horloge? C'était l'avant-dernière, parce qu'après le circuit avait été repris par Bernie Ecclestone, et donc ça s'est interrompu. Et puis il y a eu l'année dernière de nouveau les 2 tours d'horloge au Castellet en véhicule historique, que j'ai refait avec mes 2 frères et mon fils. Cette passion pour le sport mécanique, c'est né comment? Tout jeune? C'est né de tout gamin. On avait un père qui aimait bien conduire très très vite, à l'époque où on pouvait encore conduire vite sur les petites routes. Et on habitait en campagne, et il nous amenait à l'école tous les matins parce qu'il n'y avait pas de ramassage scolaire là où on était, et on le chronométrait tous les matins. Il fallait qu'il batte son temps de la veille pour nous amener jusqu'à l'école. Voilà. C'était quoi le record? Je me rappelle plus, mais il y avait un moment, comme on changeait pas de maison, il fallait qu'il change de voiture pour améliorer son temps, quoi. On comprend mieux cette passion pour la vitesse maintenant. Alors on reviendra évidemment plus en détail sur votre vie professionnelle et sportive dans le courant de cette émission. On va tout d'abord faire un retour sur l'actualité sportive de ce week-end. On va commencer évidemment par le football. C'était la 33e journée du championnat de France de Ligue 2. Le Mans FC s'est lourdement incliné à Guingamp vendredi soir 6-1. Les Manceaux ont véritablement vécu un cauchemar en terre bretonne. En se déplaçant à Guingamp, candidat à la montée en Ligue 1, les Manceaux s'attendaient à un match difficile, mais sans doute pas à vivre un tel calvaire. 20e minute de jeu, Thibaut Giresse ouvre la marque.
5 minutes plus tard, coup franc d'Attic. Yatabaré reprend de la tête et trompe Makaridze. 2-0 pour les Guingampais à la pause. Bien que réduit à 10 à l'heure de jeu après l'expulsion de Sanson, les Manceaux réagissent. Idrissa Assila tente sa chance de loin. Il réduit la marque. Le match semble relancé. Mais comme face à Istres la semaine précédente, les Manceaux gèrent au plus mal la remise en jeu qui suit. Yatabaré inscrit le 3e but guingampais. Le cauchemar de Makaridze est hélas loin d'être terminé. Le portier Manceau va en effet céder encore à 3 reprises durant les 20 dernières minutes de jeu. À la 71e minute, tout d'abord avec ce but de Dounyama. À la 85e, ensuite sur cette tête d'Attic. Et enfin, à la 86e, malgré avoir repoussé la tentative de Mandane, il ne peut éviter la reprise de Cédric Forêt. Le Mans FC s'incline 6-1 et reste 18e au classement avec désormais 2 points de retard sur le premier non relégable. Jacques, le foot, c'est un sport qui vous passionne ou pas trop ? J'ai joué au foot quand j'étais jeune, jusqu'en junior, j'aimais bien. Et puis après, je dois dire, j'ai un fils qui est passionné de foot, qui est au courant de absolument tout ce qui se passe, les résultats, les joueurs, pourquoi ils vont à tel endroit ou à tel autre, enfin, qui est vraiment passionné. Donc il me tient un peu au courant. Et puis puis après j'aime bien les entreprises foot, quoi. Et aujourd'hui, on est un peu tous confrontés à la même difficulté. Gérer des entreprises sportives, c'est compliqué. Et on le voit là peut-être pour le Mans. En plus, ce mélange entre la santé, je dirais, économique des clubs et puis la nécessité de faire des résultats sportifs qui répondent pas forcément présents au bon moment. Enfin, c'est une alchimie. Voilà, c'est comme nous en course automobile. Je dirais l'alchimie de la victoire, elle est compliquée, quoi. Alors, on le sait, Claude Hervé, le coordinateur du plan de reprise, s'est donné jusqu'à fin avril, début mai pour trouver les 5 millions d'euros qui manquent pour reprendre ce club. Est-ce que vous avez été contacté par Claude Hervé ? Non, pas encore. Pas encore, mais moi... Quand vous dites pas encore, ça veut dire que c'est un petit peu un souhait quand même ? Quand je dis pas encore, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Henri Le Garda à plusieurs reprises en tant que passionné de sport et puis de ce qui se passe autour de... Moi, j'aime bien, quand on est quelque part, regarder ce qui se passe autour. Et donc, on est installé au Mans et dans une activité sportive. Et il y a au Mans... ce pôle d'excellence qui est, je trouve, je pense, assez unique, avec donc cette partie, le foot aujourd'hui, le stade, le basket, l'hippodrome, le golf, alors je me méfie, j'en oublie peut-être, le vélodrome, voilà, et tout ça, c'est dans un espace vraiment assez très rapproché. Et ce que je ressens, mais de façon un peu, comment dirais-je, plus intuitive, c'est que je trouve qu'on devrait tous se parler davantage et s'unir, parce que je pense qu'il y a là une force à réunir sur le Mans qui est peut-être exceptionnelle. Et on y va peut-être, et moi le premier pour l'instant, un peu trop... séparément, quoi, hein. On est chacun pris dans son truc, avec toutes les difficultés qu'on a. C'est vrai que c'est difficile de s'ouvrir sur les autres, mais là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire au Mans. Avec, en plus, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie volonté de la part du maire du Mans autour de ça, du conseil général aussi, enfin de créer un peu une émergence. Et je crois qu'on se parle, mais il faudrait peut-être qu'on est tous, et moi le premier, hein, je m'associe vraiment à ça. Il faudrait qu'on soit à même de construire quelque chose ensemble.
Si, pour terminer là-dessus, si Claude Hervé venait vous voir dans les jours qui viennent, pour sauver le club. Je le reçois, sauver le club. Après, je ne sais pas si j'ai les moyens. Je ne crois pas d'ailleurs de sauver le club, mais je pense que le club se sauvera aussi par. C'est tout un environnement qu'il faut être capable de créer pour sauver le club, parce que le club, on peut peut-être le sauver momentanément, mais après, ce qu'il faut, c'est le sauver dans la durée. Donc, je crois qu'il faut bâtir quelque chose. En tout cas, partant pour aider, quoi. Oui, absolument, toujours. Allez, les autres résultats foot. En CFA, la réserve Mancel a battu la réserve du Havre 3-1. Les Manceaux restent 14e de leur poule. Et puis en CFA2, belle victoire de Sablé à Poitiers 3-1. Les Saboliens toujours 4e de la poule. La Suze a pour sa part remporté le derby face à la Flèche 3-0. Les Suzerains restent malgré tout 13e au classement. Les Fléchois 14e et dernier. On enchaîne avec le basket. La défaite du MSB, c'était samedi soir à Orléans. Les Monceaux se sont inclinés 83-67. Les hommes de Gigi Jackson ont été beaucoup trop irréguliers durant la rencontre. Voilà plus de 2 mois maintenant qu'ils ne se sont pas imposés à l'extérieur. Leur dernière victoire hors de leur base remonte en effet au 4 février dernier. C'était à Roanne. On va écouter la réaction de l'entraîneur du MSB, Gigi Jackson, réaction recueillie par Florent Hurtebise d'OLB TV. On cherchait un match sur référence à l'extérieur par rapport à ce groupe. Parce que jusqu'à la fin de match aller à l'extérieur, on était presque intraitable, on était très fort à l'extérieur. Et ça commençait toujours avec notre défense. Ce n'est plus le cas. On a les playoffs qui se pointent et c'est pas évident d'aller très loin sans pouvoir faire quelque chose à l'extérieur. Donc ça reste notre projet, il nous reste 2 matchs pour s'organiser, mais voilà, c'est une déception, non seulement la défaite, mais aussi la façon qu'on se laisse aller en dernier carton. On va voir à présent les autres résultats de cette 28e journée. La soirée a été fatale. Vous allez le voir aux 5 équipes de tête puisque Gravelines s'est incliné à Villeurbanne 67-65. Défaite de Chalon-sur-Saône à Cholet 79-78. Dijon a battu Strasbourg 84-69. Le Havre s'est défait de Roanne 78-70. Voilà pour les 5 équipes de tête. Victoire de Boulazac face à Nanterre 75-63. Limoges s'est imposé face à Paris-Levallois 79-61. Enfin, la rencontre entre Poitiers et Nancy se dispute ce lundi soir. Le basket, c'est un sport que vous suivez régulièrement ? Pas beaucoup, je dois dire. Pas beaucoup. Même la NBA. Mais j'aime bien les ambiances de basket. J'aime bien l'esprit qu'il y a dans le basket. Mais je dois dire, après, la difficulté que j'ai, c'est que compte tenu de mon implication dans le sport automobile, j'ai du mal à suivre d'autres choses, quoi, parce que j'ai un manque de temps. Après. Et toujours en basket, eh bien, sachez qu'en National 2 masculine, la Jalte Le Mans s'est imposée à Lorient 78-76. Les Monceaux restent malgré tout 12e de leur poule. Le maintien va donc se jouer lors de la dernière journée, c'est-à-dire samedi prochain. Ce sera face à l'équipe de Vitré. Les hommes de Lénaïque Charles devront à tout prix l'emporter et espérer en même temps un faux pas d'homme qui de son côté recevra Saint-Léonard d'Angers. Le hand national 3 féminine avec le CSC Le Mans qui s'est incliné face à Sainte-Luce, 2e de la poule. Les Mancelles ont été battues 27-24. Elles restent néanmoins 7e au classement. Et puis en pré-national masculine, le MSH a atteint son premier objectif de saison, à savoir la montée en national 3 masculine. Les Manceaux ont battu Ligné 35-28. Reste désormais le titre à aller conquérir. Je vous propose bien d'écouter le président du MSH, Jean-Michel Dutisseuil. C'est une excellente saison on nous a fait un peu peur dans le cours de la saison avec tous les blessés que nous avons eus. Mais les joueurs et les entraîneurs ont fait preuve de beaucoup de courage. Et puis maintenant, voilà, le résultat est là. Enfin, une équipe de handball sartoise en National 3. Et on enchaîne avec un autre résultat de pré-national masculine Entente Conneré-Vibré qui s'est imposé face à Nantes 33-32. Le CV est 9e au classement. Un mot de tennis de table avec la dernière journée du championnat de France de National 3. L'ASL s'est très facilement imposée face à l'équipe de Grandbourg. L'ASL se maintient donc dans cette division National 3 masculine. L'autre club Manceau, l'ASGM, s'est pour sa part incliné à Breteuil
Montreuil 11-7. La SGM évoluera la saison prochaine en pré-nationale masculine. Voyons à présent ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité sportive du week-end. Le montage est signé Amoun Chamsoudine. Du trail, du VTT, du run and bike, du canoë, de la course à pied et un mini-parcours du combattant pour terminer. Voilà le copieux menu qui attendait ce dimanche les participants au 6e raid de l'Arche de la Nature organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers du Mans. Ils étaient plus de 450 à prendre part aux différentes courses proposées durant tout ce week-end. En tennis, Jo-Wilfried Tsonga a été battu par Rafael Nadal en demi-finale du Master 1000 de Monte-Carlo. Le Sartois s'est incliné en 2-7, 6-3, 7-6. Kawasaki a remporté le bol d'or disputé sur le circuit de Magny-Cours. Le CERT de Dominique Médian doit se contenter de la 3e place. Anthony Delal et Vincent Philippe ayant été victimes de 2 chutes à une demi-heure d'intervalle après seulement 3 heures de course. Le junior team Le Mans Lycée Sud, 5e de l'épreuve, s'impose dans la catégorie Super Stock. Victoire en Open de la Métis qui finit à une honorable 12e place. Enfin, belle réussite cette année encore pour les 2 et 5 litres du Mans. Le public était nombreux ce dimanche à admirer ces mécaniques d'un autre temps évoluant en plein centre-ville. Forcément, je vais faire réagir Jacques sur les 2 dernières informations. 5 litres du Mans, vous le collectionneur de voitures anciennes. Moi j'adore tout ça, quoi. Et les voitures anciennes, c'est vraiment une de mes passions. Quoi. C'est très, très, très agréable. Et puis le bol d'or, c'est les 24 heures moto, finalement. Bol d'or, c'est une très belle course, c'est une course d'endurance de 24 heures où on le voit, il peut se passer beaucoup de choses, comme dans toutes les courses de 24 heures. Et puis compétition où les constructeurs de motos sont très impliqués avec les grandes marques. Donc c'est une très belle compétition. Vous suivez justement les motos ou vous êtes plus évidemment je suis plus, pour dire par rapport à tout à l'heure, je suis plus les motos que le basket, par exemple. Voilà. Non, je suis plus les motos et puis même les grands prix motos de temps en temps quand je peux en regarder un. Je trouve que c'est un très beau spectacle. Et puis quand on sait tout ce qu'il y a derrière comme travail et comme difficulté, c'est vraiment intéressant. Une marque en moto préférée ? Non, c'est plutôt les pilotes quoi, que j'aime bien suivre. Et d'ailleurs, on voit la différence des résultats quand ils changent de monture. Donc c'est ça qui est intéressant, la capacité des pilotes à s'adapter au changement de marque. Et puis on peut signaler que c'est le plus jeune vainqueur des Grands Prix, Marc Marquez, qui s'est imposé ce dimanche. Exact. On va terminer cette première partie avec 3 dates clés de votre vie. On va les énumérer les unes après les autres. La première ? Je vais pas vous dire ma naissance, mais je vais vous dire ma rencontre et mon mariage avec Sylvie, mon épouse aujourd'hui depuis 31 ans, donc voilà, c'est... Vous dites pas ça parce qu'elle est en coulisses. Non, je dis ça parce que je considère qu'on est tous les deux des héros. Voilà. Héros de quoi ? D'avoir démarré ensemble et d'être toujours ensemble avec toutes les difficultés qui aujourd'hui peuvent séparer. La deuxième date ? La deuxième date, je dirais la création du groupe Altarea Cogedim le 1er janvier 1994. À l'époque, c'était que Altarea, c'est devenu Altarea Cogedim en 2007. Et voilà, c'est une très très belle histoire avec Alain Taravella qui en est le principal maître d'œuvre. Mais on a fait, je suis très très fier de l'équipe qu'on a fait ensemble et qu'on fait ensemble encore aujourd'hui. Les histoires d'entreprise avec à la fois une longévité comme celle-là et puis une amitié d'entrepreneurs, c'est assez rare. Et la dernière date ? La dernière date, peut-être. Moi, je dirais, c'est des dates, c'est des dates point de départ en fait. Donc peut-être je reprendrai ce que vous disiez tout à l'heure. Ma première course, les 2 tours d'horloge en 97 ou 98, je sais plus, où en fait, j'avais 42 ans
c'était ma première course et ce qui explique qu'aujourd'hui je reste un jeune pilote. Allez, on va marquer une courte pause. Vous n'hésitez pas, vous réagissez via Twitter, #LMTV Sport, vous posez vos questions. Jacques y répondra dans un instant. On marque une courte pause et on se retrouve.